quand nos politiciens sont allés à Bruxelles, ils se sont rassemblés là-bas, ils se voyaient pour la première fois. Ce n'est pas qu'ils étaient partis sur un groupe de gens qui se connaissaient, ils venaient de toutes parts, parce que dans le pays, les Belges ne voulaient pas que les intellectuels se rencontrent, mais quand ils sont arrivés à Bruxelles, ils se sont connus, c'est à travers la presse. Ah tiens, moi je vous connais parce que j'ai lu tel article de vous, moi je vous connais aussi parce que j'ai lu telle réflexion de vous. C'est grâce à la presse qu'ils se sont reconnus comme étant des intellectuels et tous appartenant à un seul pays. Achille? L'Afrique a la forme d'une arme, on va dire, D'un d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. 66 ans après, est-ce que cette gâchette joue son rôle? Mais tout à fait, tout à fait. Mais la gâchette n'a pas commencé d'ailleurs aujourd'hui. Prenons déjà la Deuxième Guerre mondiale, le fameux uranium, qui a fait que les Américains puissent gagner la guerre, puissent mettre à terre et réussir la capitulation du Japon. L'uranium est venu d'ici. Et aujourd'hui encore, vous connaissez la grosse bagarre qu'il y a entre Américains et Chinois autour de ce qu'ils appellent métaux précieux et terres rares. Mais ces terres rares, c'est chez nous. C'est nous. Et nous ne nous en rendons peut-être pas compte pour l'instant parce que, bon, ce qui se trouve dans notre pays, on ne le mange pas. On ne mange pas le cobalt, on ne mange pas l'uranium, on ne mange pas le cuivre, mais dans peu de temps, les intellectuels, les jeunes gens, quand ils vont se rendre compte que ce que nous vivons ici, dans notre pays, pour le moment, c'est ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qui s'est passé au moment où on recherchait le caoutchouc. Alors ils vont ouvrir les yeux et je crois qu'ils seront plus conscients de notre présent et de notre avenir. Qu'est-ce que l'intellectuel congolais ne sait pas faire ou ne fait pas, ou a oublié de faire ou de dire, qui fait qu'aujourd'hui, le pas vers son émancipation intégrale, sa souveraineté intégrale, traîne encore? Il y a une certaine insuffisance de notre part, mais il y a aussi, et je dirais surtout, un blocage qui vient de l'extérieur. C'est l'extérieur aussi qui fait que nous ne puissions pas nous rendre compte totalement de ce que nous possédons comme richesse. Qu'est-ce qu'il fait cet extérieur? Eh bien, l'extérieur qui aime étant plus puissant que nous et qui connaît l'avenir, ben, écoutez, moi je dis toujours que ce que nous appelons richesse chez nous, généralement c'est dicté de l'extérieur. Ce n'est pas le Kassaïen qui a décidé que le diamant était une richesse. Quelqu'un est venu lui dire ce que vous avez sous votre terre est une richesse. Tout comme aujourd'hui, nos jeunes gens du Kivu qui marchaient sur ce qu'ils appelleraient des petits charbons, vous marchez sur quelque chose qui s'appelle le coltan. Donc eux là, ils connaissent la valeur de ce qu'il y a chez nous. Et ils projettent toujours leur avenir par rapport à nous pour que nous ne puissions pas nous rendre compte de ce que nous possédons. Vous savez, un jour, je suis passé au musée de Tervuren. J'ai regardé, je suis allé au rayon de géologie. Je me suis dit, mais le jour où nos jeunes ingénieurs viendront prendre toute cette connaissance, je crois que ce jour-là, nous aurons décollé. Parce qu'il y a là une mine de savoir, de connaissances que nous ne possédons pas ou bien que nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui de reprendre. Comment s'émanciper? Avoir une conscience, une volonté, une programmation. Nous ne pouvons pas seulement dire que nos enfants, demain, non. Nous devons leur donner une orientation. Demain, mais en quoi? Chacun dans son domaine. Vous savez, aujourd'hui, prenons un exemple banal. Moi, je suis de l'église catholique, mais j'ai dit quand j'étais tout petit, c'était pas ça l'église catholique. Hein. C'était que des blancs, des blancs, des blancs. Et aujourd'hui, nous avons des évêques catholiques dans tous les diocèses et presque tous sont des universitaires et de très haut niveau. On ne voit pas cet aspect-là, mais c'est une progression. Prenons le métier des journalistes. En 60, il n'y avait pas de journalistes de niveau universitaire. Mais aujourd'hui, dans notre pays, on ne peut pas. D'ailleurs, la loi sur les journalistes le dit, pour le devenir, il faut passer par l'université. Ce sont des progrès qui se réalisent que nous ne parvenons pas à mettre ensemble de manière consciente. Mais il faut bien que ça s'efface à partir des gens qui ont le pouvoir
de nous conduire vers un avenir bien pensé, bien raisonné. Professeur Kama, moi je reviens encore sur votre livre, hein, Histoire du Congo RDC dans la presse. Dans votre livre, vous dites que la presse n'a pas seulement rapporté les événements du Congo, elle a littéralement forgé le destin de ces pays. 66 ans après, là vous parlez de l'époque. Aujourd'hui, 2026, avec tout ce que le Congo s'est vu, tout ce qu'on est en train de vivre, est-ce que la presse forge le destin de ces pays, la presse actuelle, la presse d'aujourd'hui? Je dis oui, contrairement à ce que certains peuvent penser, parce que les critiques sont trop nombreuses. Je m'attendais à un oui et non. Hein. Non, il n'y a pas de non, il n'y a que oui. Ok, Ah, allez, il Il n'y a allez-y. que oui. Expliquez-moi. Contrairement à ce 2026, la presse d'aujourd'hui est en train de la forger le presse destin. d'aujourd'hui. Ouais. Je vous le dis, nous sommes dans la partie non occupée par les rebelles. Ce que nous savons de ce qui se passe dans la rébellion, c'est très peu d'informations. Mais les informations qui parviennent ici à Kinshasa sont rapportées par qui? Pas par les rebelles, mais par des journalistes qui prennent le risque de rester là et de vous amener les informations. Ils prennent beaucoup de risques, ils téléphonent, ils se déplacent, ainsi de suite. Qui le font? C'est ne vous restez que... Bon, je ne peux pas mettre à mal ce qui est fait au niveau de la communication de l'armée, mais c'est nous nous en tenons que au communiqué de l'armée. Si nous ne nous en tenons que aux informations venant du service de presse de l'armée, nous n'en serions pas beaucoup parce que l'armée, c'est la stratégie, c'est la tactique. Ils donnent l'information quand il faut, au moment où c'est propice à notre stratégie, à ce que nous préparons comme attaque ou riposte par rapport à l'ennemi. Mais ce qui sort de là, c'est nous qui le faisons. C'est les journalistes qui le font. Ils prennent ce risque-là. Ça, c'est déjà un exemple. Je prends un autre. Ce qui se passe dans notre province la plus riche en minerais, aujourd'hui, le Lualaba. Ce qui se passe au Lualaba, si vous ne regardez que le discours des autorités, c'est bien beau. L'aéroport a été construit, il y a ceci qui s'est construit, et ainsi de suite. Mais ce qui se passe auprès des gens qui sont délocalisés, des endroits qui sont accaparés par les industriels miniers, ces gens qui sont maintenant au risque de ne pas avoir d'avenir parce que se déplacer, ce n'est pas avoir un site, ce n'est pas avoir d'école, ce n'est pas avoir des dispensaires. Ces faits-là qui se passent là, ce sont les journalistes qui les rapportent. Mais c'est quoi? C'est une prévision pour que nous ne puissions pas devenir demain esclaves d'une industrialisation que nous n'avons pas initiée. Mais si ces journalistes-là ne rapportaient pas cela, ça paraît négatif pour les industriels, ça peut paraître négatif pour ceux qui dirigent, mais on doit les savoir. Si nous ne les savons pas, on ne peut pas prendre des précautions pour notre avenir et pour ceux qui vivent aujourd'hui sur cette terre-là. Le débat est tellement intéressant, je ne vais pas finir, Rachel. Est-ce que quand vous regardez le niveau de l'enseignement supérieur universitaire aujourd'hui, le niveau de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo, est-ce qu'on peut espérer à une élite de qualité demain pour construire cette nation? Je vais encore dire oui, et vous allez encore douter de mon oui. Je dis oui. Voici ce qui se passe en réalité. Parce que vous connaissez le piège dans cette question. Je le connais. La réalité est celle-ci. Le nombre des moins bons a augmenté. Mais cela n'affecte nullement le nombre et la qualité des meilleurs. C'est cela. Les nombres de moins bons a augmenté. Ça, j'adore. Hein. Cela n'affecte pas. La qualité des meilleurs. Tout en sachant que ce sont ces moins bons qui feront partie demain de l'administration de la RDC. Ce sont ces moins bons qui seront placés à gauche, à droite, parce que leur nombre a pour diriger augmenté. ce pays. Est-ce qu'avec ça, on peut encore espérer? Très bien. Mais vous m'avez posé la question sur l'enseignement. Vous ne m'avez pas posé la question sur l'usage de ceux qui quittent l'enseignement. Mais c'est automatique, ça découle carrément. Ça ne m'appartient pas. Moi, je ne vais pas gérer ceux qui quittent l'enseignement. Je gère ceux qui viennent vers moi. Mais comment vous vous sentez, professeur, quand vous gérez ceux qui viennent vers vous, que vous regardez cette qualité et que vous, avec toute l'intelligence que l'on reconnaît en vous, l'expertise, ce n'est point à douter. Mais à la fin,
quand vous laissez ces genres des finalistes ou de ceux qui terminent partir comme ça, comment est-ce que vous vous sentez quand vous finissez et que vous vous dites, là, je viens de mettre sur le marché d'emploi 300 finalistes, mais que sur le 300, il n'y a que 27 qui sont bons. Je fais un choix sur le plan moral. C'est-à-dire Et consciemment, je me rends compte que je n'ai pas réalisé la totalité de mes rêves. On m'a donné 300, je sors 30 qui sont très bons, peut-être meilleurs, et qui seront 270 meilleurs moins bons. à travers le monde. Je sais que 270 sont moins sont bons. moins bons. Ça me fait mal, très mal, mais je me conscientise et je me contente en disant que ceux que j'ai formés qui sont très bons, le sont pour l'éternité, le sont pour l'ensemble de l'univers et que prochainement, ceux qui viendront après moi pourront récupérer les autres. Mais pour l'instant, je fais avec ce qui est en ma possibilité, les outils que j'ai entre mes mains. Alors là, je me tue pour que les 30 là ne puissent jamais être contestés, ni aux États-Unis, ni en URSS, ni en Russie, qu'ils soient vraiment à leur meilleur. Et là, je me dis, bon, mon Dieu, comme dans la Bible, j'ai fait ma part. Merci. Professeur, je crois qu'on aura organisé une autre émission plus élaborée, je crois, un panier spécial où on pourra vraiment... Et on attend des meilleurs aussi, hein, s'il faut le rappeler, des meilleurs qui sont sortis non seulement du pays, mais de la jeune génération qui sont encore aux études, pour certains qui sont à l'université de Kinshasa, à l'UPC, et pour d'autres qui sont allés poursuivre leurs études à l'extérieur. Je parle grâce là à de la bourse Excellencia. Voilà. J'ai vu venir. Tu as compris, Jessie, Madame la Première Dame, merci pour tu la as bourse compris, Excellencia. Jessie. Et on compte beaucoup sur cette génération qui vient. Monsieur le professeur, j'aimerais que vous puissiez dire quand même un mot, puisque la bourse Excellencia a permis et permettra au pays de disposer également des personnes qualifiées, compétentes, qui peuvent venir prêter main forte pour que les choses avancent. Il y en a qui sont nombreux d'ailleurs, sont ici, à l'UNIKIN, à l'UPC, à l'UPEN, mais il y en a qui sont aussi à l'extérieur, qui sont allés apprendre le génie civil par exemple. Avant de vous laisser parler, j'ai quand même complété aussi Cette Rachel. initiative. Depuis l'indépendance, c'est vrai, à l'époque, à votre époque, il y avait la bourse, vous alliez étudier avec la bourse de l'État, mais nous, depuis, et je me rappelle pas un de ma génération qui a bénéficié de cette bourse, d'une bourse de l'État pour aller étudier, mais aujourd'hui, le jeune aujourd'hui peuvent bénéficier de la bourse Excellencia 100% prise en charge par la fondation Lona. Aujourd'hui, c'est l'État congolais qui est devenu une bourse nationale. Comment vous réagissez? Je prends deux côtés de ce que vous avez dit. Le premier côté, je dis c'est une très bonne chose, la bourse. Cela montre aussi que ceux qui sont devenus candidats à la bourse, ils étaient déjà bons. Exact. Ils ne sont pas devenus bons grâce à la bourse. Non. Donc, ce qui veut dire quelque part, il y a un enseignement qui a été fait de bonne manière pour permettre à ces jeunes gens de devenir éligibles à la bourse. Deuxième aspect, il faut rester aussi relatif quand nous faisons la comparaison, parce que quand vous dites, ceux-là, ils étaient. C'est vrai, mais aujourd'hui, moi, je ne vois aucun jeune homme de 5-6 ans qui va parcourir 10 km pour aller étudier. Mais les anciens l'en font. Pas moi. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais nos parents l'ont fait. Ils font 5-10 km pour aller en première, en deuxième, en troisième primaire. Donc, tout n'était pas que magnifique. Ils ont consenti des efforts dont nous avons bénéficié. Mais aujourd'hui, vos enfants, vous les amenez à l'école, vous les déposez juste à l'entrée de l'école, tout ça. Donc, tout est relatif. Hier, il y avait des efforts. Aujourd'hui, il y a également des efforts. Mais bon, c'est ce qui fait un monde, en fait. Si je vous demandais de me dire ce que vous pensez de cette phrase en 30 secondes, professeur, et je vous dirai, elle est de qui? Ne détruisons pas les modèles ou nos modèles que le temps a eu du mal à construire. Comment vous comprenez cette phrase? Mais c'est une excellente phrase, excellente phrase. Vous savez, quand je suis entré ici,
dans ces jardins, ce qui m'a frappé, c'est de regarder la statue de Lumumba. Et cela est revenu en tête. Lumumba, ce n'était pas un universitaire. C'est quelqu'un qui n'a pas fait des études secondaires complètes non plus. Mais voilà des modèles de gens qui se sont battus. Vous savez, Lumumba est entré dans cette concession 5 jours après l'indépendance. Donc il n'est pas entré les temps, il est entré le 5 juillet. Quand il est entré ici, il avait comme bagage quoi? Il avait comme savoir quoi? Mais c'est quelqu'un qui a mesuré ses capacités. Il a dit, je fais ce que je peux faire avec ma bravoure, avec ma ténacité. Bon, il s'est constitué en lui-même, dans son cœur, un modèle, et c'est devenu pour nous un modèle aussi. Jessie, professeur, cette phrase, elle est de la première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi, phrase tirée d'un extrait de son discours prononcé à Mwanda en 2020 lors du congrès de l'UNPC. Et cette phrase, moi, je l'ai gardée et je la garderai toute ma vie parmi des phrases que je garderai comme les versets comme modèle. Voilà, comme modèle. Ne détruisons pas les modèles, nos modèles, que le temps a eu du mal à construire. Patrice Emery Lumumba, ils sont nombreux. Moïse Tshombe, on en citera autant des modèles en République démocratique du Congo. Je vais vous laisser partir, professeur, mais juste une question de curiosité. Aujourd'hui, quand on parle de modèles, s'il faut nous en citer 3, vous citerez qui et qui? Donc, pour notre pays, oui. À quelle époque? Choisissez l'époque. Dans tous les domaines? Ouais, 3. Ouais. Bon, je vais prendre. Professeur, il faut me citer. Citez-moi, professeur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans tous les domaines, choisissez. Voilà un modèle, je prends Rachel. Non, hormis Rachel. On va exclure ceux qui sont sur ce plateau. On va exclure ceux qui sont sur le plateau. Je sais que je fais partie de cette D'accord, on va citer. Allez. Sérieusement. Je vais prendre, j'ai moi personnellement 2 modèles. J'ai Marcel Liaou. Il est devenu professeur. Marcel Liaou est beau. Mais d'abord, c'est un juriste. Pourquoi je le prends pour modèle? Parce que quand nos pères sont partis à la table ronde à Bruxelles, ils ne savaient pas de quoi il s'agirait. D'ailleurs, on parlait de conférences, de congrès, on ne savait pas. Mais les jeunes gens qui avaient déjà eu la chance d'aller en Belgique, qui étudiaient les Liaou, les Cardozo, les Mukamba et ainsi de suite, ils s'étaient réunis sous la direction de Liaou qui faisait la coordination. Ils ont appelé ceux qui venaient de Kinshasa, de Léopoldville à l'époque, pour leur dire, quand vous venez ici, ne soyez pas naïfs. Vous devez avoir un objectif, un seul, c'est réclamer l'indépendance. Ne vous perdez pas dans différentes réclamations, demandez l'indépendance. Okay. Alors c'est lui, je le prends pour modèle. Marcel Liaou, deuxième modèle. Marcel Liaou, deuxième modèle. Il y a déjà, il faut citer, il y a la Rachel, c'était déjà. Non, les sections sur ce plateau, c'est toutes d'exclus. Mais Jessie, qu'est-ce que tu racontes, moi? Deuxième modèle. Deuxième modèle, le professeur qui est ingénieur, qui est parti nucléariste, Malou Akalenga. Okay. Le professeur Malou Akalenga, il a beaucoup fait pour la faculté polytechnique. Ce n'est plus reconnu et c'est presque oublié. Mais c'est, vous savez, ceux qui sont sortis de l'Ovanium, ils étaient tous premiers, hein, parce qu'ils étaient premiers, premiers. Mais lui était premier dans ce domaine-là. Et ce qu'il a montré à l'époque, c'est que la science nucléaire pouvait être maîtrisée aussi par des Noirs et les Noirs d'Afrique. Et ça, pour moi, c'est toujours resté un modèle. Je crois qu'avec Rachel, ça fait 3 modèles. Merci beaucoup. Professeur. Jaloux, Jessie. Merci, professeur. Je crois qu'on va... on pourra organiser une émission bien élaborée. Hein? On va vous dire avec mes 2 modèles. Je vous remercie. Allez, on va souffler avant de prendre d'autres invités qui sont avec nous dans ces jardins de premier Myoto Liolo. Merci beaucoup de nous avoir facilité ça. Professeur, merci beaucoup. Merci, professeur. Je garde les livres ou bien je vous partez avec? Mais comme tu l'aimes, il y a un moment qui va voyager, j'ai déjà commandé un pour toi. Merci, professeur. Merci, professeur. Allez, Rachel, on va continuer? On va prendre les clips pendant que notre ami va venir. Est-ce que je peux me le permettre? Oui, on est les 30 juin. On est les 30 juin. Allez,
Bisabana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na bis. Bisabana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na bis. Bisabana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na bis. Bisabana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Porté par l'indépendance, la fin des années 1950 marque un tournant décisif pour le continent africain. De peuple en peuple, un même élan traverse les nations, celui de la liberté et de l'émancipation. En République démocratique du Congo, un mot s'impose alors dans les esprits et sur toutes les lèvres, Lipanda. Lipanda ezaki kwanza, tozwaki l'indépendance yango nde esengaki ke soki otali na nsima no omona monima kwanza place makambo nyonso esalamaki yango wana. Lipanda eza indépendance mpona kolongwa na bowumbu. Congolais abimaki na moyen ya bakoko na ye, abimi azwa ekolo ye moko asimba. Lipanda ezali bosomi. Bosomi nde yango wana babengi lipanda. Lipanda eza lokola eza etia moko boye bato bamena bapasaka veut dire olongwe na colonisation okomi sikoyo libre ya vivre yo moko. Lipanda eza bosomi tolongwe na bowumbu ya bato ozi lipanda na biso moko bosomi ya bana mboka. Lipanda eza soki toluka todevelope eza histoire monene mpona Congo lelo tomona lipanda. Lipanda ezali jour oyo bakongole bazwaki bosomi ya kolongwa na bowumbu yango tobengi lipanda na lingala oyo na français babengi indépendance. Lipanda ça fait du mot indépendance na français ezali kolakisa ke pays colonisé na colonisateur na ye bakabwani pays colonisé akomi libre et puis souverain na koyeba kokamba mboka na ye na ndenge na ye. Lipanda ezali bosomi donc tolongwe na bowumbu bapaya tozongi na bosomi ya biso moko bana mboka. Lipanda eza mokolo tozali coloniser na babelge. Mais que signifie réellement ce terme et d'où tire-t-il son essence? Nga nayebi kaka hymne national, debout congolais, unis par l'effort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts longtemps courbés. Et pour Liban, prenons les plus belles élans. Est-ce que vous voyez que la question de l'indépendance, bon na air wana nga nazalaki vraiment na agi nazalaki nanu na botamité mais na koyeba bango mwandam indépendance chacha to wanieo olipanda chacha to bakidi. Bon moi extrait vraiment c'est trop kala nakanga yango lisusu mais nayebi yango me nakanga yango mpena lisusu te. Indépendance to gagné oki pwanza to bakidi. Nzembo wana esilaka te eza nzembo moko me bana na biso tokobota bakuta nzembo wana eza nzembo oyo banda le 26 le 27 juin ese banda ekoyemba. Bon lokola nga naza moyembi te naluka nazwa mwa place ya mokoyoka habitude eza indépendant chacha tozwi indépendant chacha tubakidie. Jour wana bato bayemba olipanda chacha tozwi oli table ronde papa tubakidi. Indépendant chacha tondimiye. Indépendant chacha. Indépendance chacha tozwi okipaza chacha tubakidi. Issu d'une appropriation populaire du mot indépendance, dont la prononciation en français n'était pas toujours aisée, Lipanda s'est progressivement imposé dans le parler quinois jusqu'à devenir un mot à part entière. Avec le temps, sa portée s'est élargie bien au-delà de l'accession d'un pays à la souveraineté. Lipanda en est venu à désigner toute quête d'affranchissement face à une situation de domination, d'injustice ou de marginalisation. Ainsi, dans l'imaginaire collectif congolais, Lipanda ne se résume pas à l'indépendance politique. Il est devenu l'expression d'un idéal de liberté sous toutes ses formes.
Allez, 66 ans, nous sommes dans ces jardins, les jardins de Premier ici à la primature. Je voudrais rendre hommage à Alfred Liolo Limbe Mpwanga, 1943, décédé en 2019. Alfred, qui est le sculpteur moderne le plus célèbre de la République démocratique du Congo. Il était surnommé le maître du bronze. Vous voyez cette œuvre d'art. Je ne sais pas si Disco va me montrer cette œuvre d'art. La plupart des œuvres d'art, Lumumba, et cette œuvre d'art que Redin va vous montrer. Mais voilà, je disais, Alfred Liolo, surnommé le maître du bronze, il a profondément marqué l'identité visuelle de Kinshasa par ses monuments combinant les traditions africaines et les techniques occidentales. Dans ces jardins de Premier, Lumumba derrière moi, la plupart des œuvres d'art en bronze, c'est Alfred Liolo, donc il est quelque part avec nous. Ici. Parmi les porte-étendards. Ouais, le maître. La culture. Monsieur Félix Bomassi nous a rejoint, il est coordonnateur chef de la cellule Relations publiques ici à la primature. Monsieur Félix, ces jardins, vous le connaissez parce que depuis 2002, hein, il a été ouvert en 2014. 2014. Jusqu'à aujourd'hui, vous les fréquentez pratiquement tous les jours. Racontez-nous, parlez-nous de ces jardins. L'histoire. En fait, merci beaucoup, Monsieur Jessie, Madame Rachel. Je voudrais avant toute chose vous souhaiter, au nom de Madame la Première ministre et chef du gouvernement, ainsi qu'au nom de tous ses collaborateurs, vous souhaiter la bienvenue ici au jardin de Premier. En fait, le jardin, si nous parlons du jardin de Premier, c'est l'une des dépendances du bâtiment ou du bureau de travail de Madame la Première ministre. Parce que vous allez remarquer qu'en dehors du jardin, nous avons les complexes administratifs à côté. Et au milieu, nous avons les grands bâtiments où la Première ministre Patrice Lumumba. Voilà. Alors, pour la petite histoire, le bâtiment Patrice Emery Lumumba, qui est le bureau de travail de Madame la Première ministre, a été construit depuis 1927. 1927. 1927, wow. Pendant... Ces bâtiments, 1927. Oui. Wow. Parce que l'histoire de la construction de ces bâtiments, c'est quoi? Lorsque la colonie Congo-Belge était la capitale de Kinshasa, enfin de notre pays, était encore à Boma. En 1923, le gouverneur général va solliciter auprès du roi de Belge si on pouvait transférer la capitale de Boma Kinshasa au pic de Kalina. Kalina, ici, je vais vous informer que c'est le nom d'un ingénieur hongrois qui avait accompagné Stanley en 1982. Et arrivé à cette hauteur ici, il s'était noyé. Okay. C'est pourquoi Gombe, ici, va porter le nom de Kalina. Okay. Ça, c'est l'histoire. Racontez-nous l'histoire. Allez-y. Il aurait fallu construire des bâtiments pour servir de bureaux et des résidences pour les autorités coloniales. Alors, le gouverneur général qui représentait pratiquement le roi de Belge ici, devait avoir sa résidence au Palais du Peuple. Et ces bâtiments devaient servir de résidence du vice-gouverneur. Les travaux ont commencé en 1927 pour les deux bâtiments. Et en 1930, le bâtiment Lumumba ici, il va terminer. Alors, les autorités coloniales disent, bon, écoutez, puisque le bâtiment, la résidence du gouverneur général n'est pas encore finie, les travaux ne sont pas encore achevés, alors le gouverneur général va occuper momentanément cette résidence. Okay. Donc, au départ, ce n'était pas un bureau de travail, c'est une résidence. Du gouverneur général. Du gouverneur général, oui. On est en 1930. On a commencé les travaux en 1927 jusqu'à 1930. Et le tout premier gouverneur général va occuper ces bâtiments ou cette résidence en 1930. Et ils se sont succédés comme ça 6 jusqu'au dernier qui a quitté la résidence en 1960. Alors, comment est-ce que nous allons quitter de la résidence et au bureau de travail aujourd'hui? Nous sommes en 1960 après l'indépendance. Il y a eu mutinerie de la force publique. Alors le premier ministre Lumumba qui occupait la résidence ne pouvait pas se mouvoir pour réunir le conseil des ministres afin de résoudre cette question-là. Lumumba occupait quelle résidence? Chez lui sur le boulevard ou bien ici? Ici, en 1960, il est premier ministre, il va occuper cette résidence. Donc il habitait ici? Il habitait ici. Ok. C'est parce que peut-être qu'on n'a pas eu le temps de... C'était donc le domicile de Lumumba. C'était le domicile, oui. La résidence officielle de Patrice Lumumba. De Patrice Emery Lumumba. Ok.
Alors, il va demander à ses serviteurs, il dit, écoutez, aménagez-moi la salle de banquet, je vais siéger ici avec le ministre concerné. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que la résidence, petit à petit, va perdre. Monsieur Félix, je vais vous arrêter une minute. J'ai envie de comprendre. Dans le film de Lumumba, on voit Lumumba en pleine réunion avec ses ministres. Il y a des militaires qui entrent dans la salle. C'est ici? C'était ici. OK. C'était ici dans la salle de banquet, donc dans la salle à manger. On a aménagé ça et puis il avait tenu la réunion, la toute première réunion du Conseil des ministres dans cette résidence. Okay. Donc c'est à partir de ce moment-là finalement que la résidence va cesser d'être résidence pour devenir aujourd'hui le bureau de travail de Madame la Première ministre. Je crois que ça c'est l'histoire du bâtiment. Okay. Alors, nous parlons du jardin de premier. Le jardin de premier c'est une dépendance, comme je l'avais dit, du bâtiment Lumumba. Quand nous sommes arrivés en 2012, le Premier ministre Matata devient chef du gouvernement et il va entreprendre les travaux pour aménager ce jardin. Parce que c'est un espace qui existait bien avant. Et à partir de ce moment-là, ce jardin est devenu, tout comme les sites, toute la primature est devenue un site touristique. Il y a un arrêté qui a érigé cet espace ici en site touristique. Je vais laisser le Karaché poser la question. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Je suis ici depuis 2008. Depuis 2000, vous avez vu autant de premiers ministres défiler ici. Bien sûr. C'est la façon que je voulais avoir. Vous êtes l'homme orchestre. Dans l'administration, vous avez vu combien de premiers ministres? Le Premier ministre Mouzito, Premier ministre Matata, Premier ministre Badibanga, Premier ministre Chibala, Premier ministre Lunkamba, Premier ministre Samalou Konde, maintenant Madame la Première ministre. Vous travaillez avec 7 premiers ministres. Vous êtes à votre 7e Premier ministre. Alors si on peut dire que ce n'est pas une question de comparaison, mais c'est une question de complémentarité. Exactement. Comment vous différenciez de Mouzito jusqu'à Judith Souminois? Y a-t-il une grande différence? Déjà que Souminois, c'est une dame. Bon, en fait, Madame Rachel... à chacun sa touche particulière. Oui. Votre question, c'est par rapport au site touristique ou par rapport au travail en tant que chef du gouvernement? Au travail en tant que chef du gouvernement. Bon, en fait, c'est une complémentarité. Il ne faut pas amener. Non, je dis bien pas comparaison. À comparer. Je dis complémentarité. J'aimerais rester plus, comment dirais-je, sur les aspects touristiques du site. Okay? Et donc, les détails, vous pouvez peut-être chercher un autre expert. Allez, on je sais que vous ne rentrez pas dans l'administration, mais est-ce que de temps en temps, vous voyez la Première ministre ici, de temps en temps? Oui, c'est une femme brave. Je peux la comparer avec les hommes qui sont passés ici. Hein. Il y a pas, la ligne de démarcation n'est pas assez importante. Alors, la question, on revient sur le jardin. Vous étiez là au début de ces jardins, lorsque le Premier ministre Matata l'a initié. C'était quoi la vision? C'était quoi l'idée au fait? Au fait, pour le Premier ministre Matata, ces sites, c'est l'esprit de Lumumba habite ici. Et donc, un jour d'ailleurs, il avait souhaité, il dira, mais pourquoi ne pas construire les bureaux du Premier ministre ailleurs et laisser ces sites purement touristiques pour que les Congolais et même certains étrangers passent ici pour voir Lumumba. Pour le Premier ministre Matata, en tout cas, ces sites, c'est la présence de Lumumba. C'est ça qui l'a inspiré. Est-ce que le site est ouvert au public? Comment faire pour y accéder? À un moment donné, on a vu des écoliers venir, comment on appelle ça, des journées ouvertes. Bon, en dehors des écoliers, est-ce qu'un Congolais lambda peut dire il faudrait aussi préciser, je crois que depuis que Mme Souminois est arrivée ici, c'est en ce moment que ce site a été pratiquement réhabilité, il était pratiquement fermé. Oui, bien sûr que oui. Les visites ont repris avec Maman Souminois. Je crois que cette année, nous avons déjà organisé plus d'une visite avec les élèves. Il faut prendre des contacts au préalable? Oui, c'est facile. C'est facile, non? Vous écrivez à Madame la Première ministre ou à Monsieur le directeur des cabinets ou même au secrétaire général. Vous écrivez, vous sollicitez la visite et c'est à Madame d'autoriser. Voilà.
Alors, Monsieur Félix, dans ces jardins, qu'est-ce qu'on trouve? Que représente chaque arbre dans ces jardins? Que représente chaque œuvre d'art? Que représente chaque buste dans ces jardins? Voilà, je vais commencer par le buste. Vous verrez qu'au début là-bas, nous avons des bustes qui représentent les figures de certains gouverneurs généraux. Ceux qui ont dirigé le Congo pendant l'époque coloniale. Et à côté des bustes des gouverneurs généraux, vous avez le buste du tout premier ministre Patrice Emery et Lumumba. J'ai envie de chercher de loin si je peux le voir, hein, Patrice Emery, à partir d'ici. Oui, oui. Parce que je vois que le gouverneur général de là. De ce côté-là, Lumumba, c'est juste au début là, vous voyez. Ah ok, ah d'accord, voilà. Je vois, ok. Et vous commencez par le tout premier ministre Patrice Emery Lumumba, jusqu'à Madame Gigi Souminoa aujourd'hui. Toutes ces figures sont représentées. Mais on appelle ça le jardin des premiers. Des premiers, exactement. Mais voilà. en dehors des premiers, je vois qu'il y a une dame là-bas, je vois qu'il y a un monsieur de l'autre côté, je vois qu'il y a une autre dame de l'autre côté là-bas. La dame, elle est jeune, ça se voit certainement qu'elle est... Elle n'a pas été Premier ministre. Elle est belle, elle n'a pas été Premier ministre. C'est pourquoi elle n'est pas représentée par un buste. Exactement, mais je vois, on dit jardin des premiers. Mais c'est juste pour le décor, pour complémenter. Qu'est-ce qu'ils apportent, ces statues? Toutes les œuvres d'art qui sont ici ont une signification, ça c'est de un. Mais aussi, en dehors de ça, c'est pour valoriser les sculpteurs congolais aussi. Parce qu'au jardin, nous ne recevons pas seulement les Congolais, il y a des étrangers qui viennent ici. Et quand ils arrivent, ils voient toutes ces œuvres d'art, on leur explique que ça c'est l'œuvre des Congolais. Et donc, quelque part, c'est ça l'objectif aussi. D'accord, la question maintenant, derrière vous par exemple, vous avez cette œuvre d'art de Liolo. Oui. Là, c'est quoi ça veut dire quoi au fait? Ça symbolise le travail, les labeurs. Et là-bas? Et là-bas, la dame. La dame. Je savais que Rachel avait fidèle. C'est la beauté africaine, la beauté congolaise, représentée par la femme congolaise. Voilà. Et le monsieur à côté là-bas? Ah oui. Le monsieur qui porte un fardeau, je ne sais pas, c'est une pierre? Oui, c'est toujours le dur labeur pour le développement de notre pays. Et ça demande quoi ici comme entretien? Vous avez un grand personnel, vous faites comment? Vous l'arrosez tous les jours? Vous avez une équipe qui vient combien de fois par semaine, par mois pour y travailler? Madame Rachel, il ne faut pas parler en termes de semaine, il faut parler en termes de journée. Wow. C'est tous les jours que les jardiniers sont là. Wow. Tous les jours. Et peut-être parce que Madame l'intendante n'est pas là, elle pouvait vous dire combien ça coûte l'entretien de ce jardin. Ce n'est pas chose facile. Parce que tous les jours, il faut arroser, il faut asperger de médicaments pour que la pelouse ne change pas de couleur. Il faut entretenir les arbres et tout ça. C'est coûteux quand même, c'est coûteux. Alors ça me permet de faire un clin d'œil à Madame Naomi Ndombasi, qui est l'intendante de la primature. Madame Naomi, merci. Mais Monsieur Félix, on va terminer par là. Mais j'ai parcouru le jardin. Non, je n'ai pas fini. Vous avez parlé des arbres. Oui, justement, je vous poser ma question sur justement les arbres. J'ai parcouru le jardin. J'ai vu que chaque arbre représente un Premier ministre. Mais curieusement, quand je regarde l'arbre qui représente, je prends un exemple comme ça, ce qui m'a un peu impressionné, l'arbre qui représente le Premier ministre Mongul Diaka, cet arbre, par rapport à l'arbre qui représente par exemple Mouzitou, c'est indifférent, alors que Mongul Diaka, ça date de très longtemps, ça devrait prendre du volume. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres arbres qui n'ont pas poussé par rapport aux autres. Oui. Avant d'arriver là, j'aimerais d'abord expliquer c'est quoi ces arbres ici. Ce sont des arbres agathus, des arbres centenaires. Donc, ils ont une durée de vie de 100 ans. Et donc, le Premier ministre qui plante l'arbre ici immortalise sa présence à la primature au moins pendant 100 ans. Alors, pour revenir à votre question, oui, c'est vrai, nous avons assisté à un moment et les arbres échouaient comme ça. Peut-être c'est un problème de sol. Oui, donc c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça l'explication que je peux vous donner. Et les fleurs, il y en a de différentes sortes? Oui, les fleurs, il y en a de différentes sortes. Malheureusement, l'agronome en chef... Vous avez choisi lesquelles? L'agronome en chef n'est pas là. C'est lui qui devrait en principe vous parler de fleurs. Mais il n'est pas avec nous. Ben, on va terminer. Merci beaucoup, Monsieur Félix Bomassi,
Je rappelle que vous êtes coordonnateur chef de la cellule Relations publiques ici à la primature. 66 ans, 30 juin 2026. Un message pour tous les Congolais, vous direz quoi? Aux Congolais, mes compatriotes, aimons le Congo. Cherchons l'esprit de Lumumba, l'esprit de Kimbangu et de Kimbanvita. Ces esprits sont en train d'errer. Cherchons-les. Les jours où ils vont habiter dans nous, nous allons bien décoller. Soyons unis. Aujourd'hui, nous commémorons le 66e anniversaire de l'indépendance de notre pays, l'émancipation du peuple congolais. Soyons unis, aimons le Congo pour notre propre développement. C'est ça ce que je peux donner comme message. Merci beaucoup, Monsieur Félix Bomassi. Un clin d'œil à Mioto Liolo qui nous regarde, Madame Liolo Der qui rajoute que la primature est une musée vivante. Voilà. Musée vivante, la primature. La culture sauve des peuples. Voilà, je Mioto. crois, elle est très liée à la culture. Très, très Mais Mioto, attachée à la culture. tu devais être là la pour culture sauve des peuples. Mais elle devait être là pour nous parler de la partie culturelle 66 ans après. Mioto, elle a écrit un ouvrage, son ouvrage oui, la s'intitule La culture sauve des peuples. Mais Mioto, tu devais être là pour nous parler de la partie culturelle 66 ans de l'indépendance. J'espère qu'avant qu'on termine, elle va nous rejoindre. Hein. Monsieur Félix, merci. J'espère. Je vous en prie, Monsieur Félix. Allez, qui n'est pas... Mais qui est Félix? Voilà, vous avez compris. Bonne fête d'indépendance à vous. Très vite, on va inviter le professeur Jean Bédel Ioka qui va nous rejoindre. C'est quand même intéressant de vivre dans ces jardins. Hein. Je te jure, ça. Je te jure, quand je suis arrivée, j'avais, on dirait, des migraines. Mais depuis que je suis là, ça va faire presque 4 heures. Je me sens très bien. Je crois que mes poumons ont pu respirer de l'air frais. Ça fait Mioto très bien Mioto te dit, Madame Liolo te dit, elle est là, elle te dit merci. Merci pour la culture. Mais elle devait être là, mais j'ai Madame appris Liolo. qu'elle était en route, Madame Liolo. C'est vous qu'on attend. Venez nous dire dans quelle mesure la culture sauve le peuple. Madame Moi, Liolo. je sais que la culture Moi, j'étais sûr qu'elle allait être ce matin pour nous dire comment la Par quel culture mécanisme, sauve le peuple 66 ans après. Madame Mioto. Mais bon. Comment? Espérons qu'avant qu'on termine, hein, elle va arriver. Hein? Ouais, je sais. Elle pourrait. Est-ce que il faudrait les lui signifier? Professeur Jean Bédel, installez-vous. Professeur Jean Bédel Ioka. Comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Très bien. Bonne fête de l'indépendance, professeur. Merci, madame. Je vous laisse le professeur Rachel. C'est une fête, une commémoration. Je serais plus à l'aise dans le contexte actuel de la situation de pays de parler de commémoration plutôt que de... Parce que la fête appelle à la célébration, alors qu'il me semble qu'il n'y a au stade actuel de l'évolution de notre pays rien à célébrer. Il y a à commémorer, il y a à méditer, il y a à se souvenir et à se projeter. Voilà. Et on le fait si bien depuis quelques années déjà. Pas de célébration grandeur nature? Oui et non. Il faut dire qu'il y a une option institutionnelle qui a été levée et le message, la projection du message, la symbolique, j'allais dire, de cette posture est positive. Mais non, parce que cette méditation doit s'inscrire dans le cadre de la nation et pas dans le cadre strictement... c'est vrai que les institutions sont porteuses de ce qu'est la nation en termes de direction et de gestion, mais la nation tout entière, il me semble qu'il y a certains parmi nous qui ne perçoivent pas ce danger de la même façon et non pas la mesure de la tragédie que nous traversons, mais surtout du risque on va dire, irrémédiable que nous courons. Mais bon, par petits pas, on ne va pas être dramatique, on va quand même se satisfaire de ce que quelques-uns ont conscience du danger et y travaillent. Et nous espérons que
parce que ça fait tâche, parce que ça se projette progressivement sur l'ensemble du champ national, que cela va impacter. Mais il y a des efforts à faire. 66 ans après, est-ce que les pères de l'indépendance sont fiers de nous? Non. Non. Ils ne sont pas fiers de nous. La culture africaine postule que les morts ne meurent pas. Dans ma culture, par exemple, il y a un rite fondamental de la réincarnation. Les morts ne meurent pas. Les pères de l'indépendance qui se sont battus pour que nous accédions à cette souveraineté nationale et internationale, je pense qu'ils ont leur cœur serré face aux dangers que nous sommes en train de courir et face auxquels il y a bien entendu espoir que nous allons continuer à résister parce que les ennemis sont déterminés. Face aux divisions, face à la trahison de son propre peuple, face aux Congolais qui s'allient à l'ennemi de la République pour faire couler le sang en interne, est-ce que les pères de l'indépendance, qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce que c'était le temps, il fallait continuer ou pas? Est-ce que nous avons compris le sens de cette indépendance? Alors, votre question emporte plusieurs volets. Le premier volet est lié à la préparation à la fois culturelle, psychologique, mais même spirituelle à l'indépendance. Ce serait faire offense à leur sacrifice que de dire qu'il n'était pas temps. Parce qu'en effet, le plan de 30 ans d'indépendance qui avait été projeté, parce que lorsque l'administration coloniale se rend compte que de la dynamique post-Deuxième Guerre mondiale et du mouvement global indépendantiste africaine, il fallait que l'oasis de paix, parce que tel était le qualificatif, la qualification symbolique par les Belges de la colonie congolaise, lorsqu'ils se rendent compte qu'il fallait absolument préparer le Congo à l'indépendance, ils se sont projetés sur 30 ans. Et il y a eu manifeste et contre-manifeste. Et finalement, la dynamique s'est enclenchée pour que finalement, le 30 juin soit fixé un jour de l'indépendance. Des sacrifices ont été consentis jusqu'à certains dans le Lumumba qui ont dû payer de leur vie. Donc dire que nous n'étions pas prêts, ce serait faire offense, je disais. C'est vrai qu'il y a un processus de préparation et c'est ça, sur le plan administratif, sur le plan de la stratégie d'installation et de l'implémentation du système étatique, nous n'avions pas été préparés en effet. Et ça n'est pas de notre faute. Nous, en tant que Congolais, c'était du fait de l'administration coloniale, à la différence du modèle colonial britannique et même française, qui, eux, préparaient bien avant, dans les années au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et même légèrement avant, il y avait déjà des universitaires, il y avait déjà des administratifs qui étaient préparés, ce qui n'était pas le cas avec nous. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que nous n'avions pas été préparés. Mais est-ce qu'on peut être préparé à assumer son indépendance, à se sortir d'un joug? On ne peut pas. Il ne peut pas y avoir un moment de préparation. Donc, le temps était là. Mais le problème, je finissais par là, mais le problème, c'est comment est-ce que nous nous sommes appropriés du point de vue de la culture politique et citoyenne cette indépendance. L'expertise est une chose, mais la volonté en est une autre. Et c'est pour cela que, je le dis, qu'il y a comme une espèce de continuité dans la série des ruptures
des dynamiques politiques citoyennes. On sera obligé d'interrompre cette discussion aussi intéressante parce que les amis qui sont au Palais de la Nation nous attendent pour le lancement officiel du programme Debout Jeunes Congolais par le président de la République. On organisera peut-être une autre émission un peu plus élaborée, mais pour l'instant, nous nous rendons au Palais de la Nation pour la cérémonie de lancement du programme Debout Jeunes Congolais par le président de la République.